Ouais. Alors, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle séance du séminaire d'histoire et humanité numérique, donc on va avoir une séance sur un panorama très large et avec des facettes très très nombreuses, étant donné qu'aujourd'hui c'est Laurent Turcot qui va prendre la parole. Donc Laurent Turcot qui a la richesse, comme je le disais, d'avoir de multiples facettes, c'est-à-dire qu'en plus de la facette scientifique, de professeur, donc à l'UTQR, on va en plus pouvoir entendre parler de multiples idées, c'est-à-dire à la fois du rôle de l'historien en tant que consultant, donc notamment avec Ubisoft pour le jeu vidéo Assassin's Creed, donc la partie sur la Révolution française, mais également en passant par exemple par la chaîne YouTube, donc l'histoire nous le dira, que je vous encourage très fortement à aller voir, hein, si certains d'entre vous ne la connaissent pas, je mettrai bien entendu le lien à disponibilité dans les commentaires, dans le chat. Et donc, sans plus attendre, ah bah tiens, voilà, c'est déjà fait, merci William. Donc, comme dit William, allez tous vous abonner, promotion gratuite. Et donc, sans plus attendre, ben, je vais laisser la parole à Laurent qui va nous expliquer donc ces multiples facettes. Je t'active le partage d'écran, bien entendu, Ah, hein, pas Laurent. besoin, pas besoin, pas Pas besoin. besoin? Ok. Non, 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 j'ai tout ce qu'il faut. J'arrive à streamer, comme on dit en bon québécois, sans problème à partir de mon logiciel. Le Ok. désavantage de la pandémie, ça nous a forcé, ou l'avantage de la pandémie, ça nous a forcé à nous réinventer. On n'arrête pas d'utiliser ce mot au Québec. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il me fatigue. Bref, peu importe. Bonjour. Dans mon cas, bon matin. Dans votre cas, bon après-midi. Écoutez, ce que je me propose de faire avec vous, c'est de revenir justement sur le moment Ubisoft que j'ai vécu pour rappeler un peu comment ça se passe derrière le rideau dans les officines d'Ubisoft, comment on a travaillé ensemble, puis comment j'en suis arrivé justement là. Je ne pense pas parler beaucoup. Je pense que ce qui va être intéressant, ça va être la période de questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Moi, c'est ça, c'est que le seul élément, comme je disais tout à l'heure, c'est que je dois quitter à 10 heures, heure du Québec. Donc, c'est dans 1 heure et demie. Donc, je vais tâcher d'être concis, efficace et précis. Bref, donc, la raison pour laquelle je m'adresse à vous aujourd'hui, justement, c'est pour vous parler de l'importance qu'a eu le jeu vidéo dans ma carrière, parce que ça l'a changé complètement pour différentes raisons, parce que je me suis rendu compte aussi de ce que c'était que l'université, de l'importance que ça peut avoir en dehors de cette espèce de tour d'ivoire que plusieurs considèrent comme un cénacle par lequel il faut passer absolument pour exister comme intellectuel, à juste titre. Mais là où je pense qu'il y a quelque chose de différent, c'est qu'on peut en faire des passages avec l'espace public. Ce que Kant appelle faire un usage public de sa raison. Il me semble qu'il y a une manière d'incarner ça de manière très présente avec ce qu'on appelle les nouveaux médias, chose que je déteste aussi comme formulation. Ils ne sont plus neufs. Ils sont là, ils sont incarnés, intégrés. Mais il y a une difficulté beaucoup à prendre en charge ces médias, en faire des objets de recherche. L'histoire, par définition, j'ai l'impression, est souvent une discipline de conservation, de tradition. Et on n'est pas étranger à la reproduction sociale qui a été chantée par Bourdieu, où on reproduit systématiquement ce qu'on nous enseignait pour ensuite reformer encore les étudiants de la même manière. Ce qui, dans notre société, je pense, reste problématique dans la mesure où plusieurs ont appris à faire leur thèse, leur mémoire de maîtrise à la bibliothèque en consultant des fiches, en se plongeant justement là-dedans, ce qui est nécessaire absolument, mais les méthodes de recherche, les méthodes de codage, les méthodes de création de bases de données permettent une redéfinition de notre travail de recherche. Mais plus encore, puis c'est là-dessus que je vais insister aujourd'hui, sur les formes de transmission de connaissances. Ce que j'entends par là, par transmission de connaissances, c'est ce que plusieurs appellent la vulgarisation. J'ai quand même quelques nuances à apporter sur le terme parce qu'il est très, très, très connoté. On a deux choix. Soit on se dit, ben, écoutez, je vais essayer de changer le terme, puis de le réinvestir, le réifier pour que ce soit plus vivant par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Mais quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, il reste que la racine reste le vulgaire et pour plusieurs, c'est considéré comme quelque chose qu'on ne doit pas faire, du moins pour les chercheurs. Et donc, mon expérience personnelle à moi vient, en fait, je vous ai préparé un mini PowerPoint, rien de bien compliqué, vous allez voir. L'histoire Assassin's Creed Unity. Il faut rappeler quand même qu'Assassin's Creed Unity, c'est énorme, mais avant les jeux vidéo, comme horizon d'attente, j'ai envie de vous dire, les films ont longtemps été cette espèce d'espace où on rêvait.
On rêvait d'une histoire reconstituée. Quand je dis reconstituée, c'est-à-dire où tout est comblé, tout est précis, tout est organisé, puis il donne un prêt à penser, un prêt à vivre, un prêt à ressentir pour les gens qui veulent vivre carrément l'histoire. Puis on le sait, il y en a beaucoup, étudiants, profs, même le grand public, qui arrivent à l'histoire par ces films-là. Je vous en ai mis quelques-uns pour le 18e siècle parce que je suis 18e. Bon, dans mon cas, celui d'Amadeus a sans doute été déterminant. Un de ceux que je considère comme un des meilleurs pour faire ressentir justement cette fin du 18e, c'est sans aucun doute Ridicule. Il y a du bon, il y a du moins bon. On ne va pas citer Fanfan la Tulipe, la nouvelle version qui est une catastrophe sans nom, ou encore l'adaptation de La Bête du Gévaudan qui a été fait aussi une belle catastrophe. Mais au-delà de tout ça, il reste que qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'on en voit les erreurs qui ont été commises de ces films-là. Prenons l'exemple de La Reine Margot avec le fameux mariage d'Henri IV et de Marguerite de Navarre qui se passe à l'intérieur de Notre-Dame, alors que tout le monde sait, du moins les historiens, qu'il n'est jamais rentré dans Notre-Dame. Le mariage a été célébré à l'extérieur de l'Église parce qu'Henri IV, protestant, ne voulait pas entrer dans un lieu de culte catholique. Mais au-delà de tout ça, la magnificence de la mise en scène de Patrice Chéreau a cette capacité de nous faire ressentir très, très subtilement quand même les difficultés, la complexité de cette époque-là. Et c'est là que l'amplitude que prend le créateur par rapport à l'historien a une capacité à faire ressentir que l'historien, en citant de manière frénétique des archives, n'arrivera pas à faire. Mais la difficulté avec les films, c'est que c'est un espace, bien sûr, narratif, construit de A à Z, où justement on entre dans l'interprétation qui est celle du scripteur, du metteur en scène, des acteurs, mais on n'a pas le côté immersif, on n'a pas le côté ressenti. Ce que le jeu vidéo a une certaine capacité. Puis là, en fait, c'est assez intéressant, je vous ai mis un petit timeline, là, vous voyez probablement mal parce qu'il faudrait mettre l'écran beaucoup plus grand. Je vous enverrai le PowerPoint si ça vous intéresse, avec la différente séquence des jeux vidéo. Puis quand on remonte, on peut remonter aux années 60, 70 sans aucun problème des jeux vidéo. Donc, il y a quelque chose qui est extrêmement ancien. Bon, vous avez Mario Bros d'un côté et Space Invaders de l'autre. Là, vous allez me dire, quel est le rapport avec l'histoire? Bien, c'est des jeux qui s'inscrivent dans l'histoire, mais qui ne prennent pas l'histoire comme matière première. Mais il y en a eu plusieurs, puis Assassin's Creed en fait partie. J'ai mis cette espèce de euh, petit test qu'on avait fait passer aux États-Unis sur la Révolution américaine. Et là, l'étudiant en question, qui visiblement n'a pas étudié, mais qui, lui, s'est bien lancé dans Assassin's Creed, celui sur la Révolution américaine, et qui raconte que finalement, il a tout appris là-dedans et le reste, ça ne sert absolument à rien. Bon, ça, disons que c'est un peu grossier. Si on prend aussi des tweets, vous allez voir que plusieurs gamers se font un plaisir de rappeler que eux, tout ce qu'ils ont appris, ben, ils l'ont appris en jouant à Assassin's Creed et que c'est carrément un cours d'histoire. Encore une fois, on ne va pas y aller non plus là-dessus. Là, vous en avez des tonnes et des tonnes et des tonnes. Vous avez Assassin's Creed, Teaching Better History than History Teacher. Ça veut dire ça enseigne la meilleure histoire que les profs d'histoire. Je ne suis pas d'accord, mais ça donne quand même cette espèce d'amplitude que crée le jeu vidéo. Et on voit très vite que les concepteurs de jeux ont défini des jeux qui prennent l'histoire comme matière première. Moi, Civilisation, que vous avez en haut complètement, là, ça a été un des jeux de ma jeunesse et je vous avoue avoir trop joué à ça. De l'autre côté, un qui est plus conforme à une réalité historique que l'on veut sentir, vécue et expliquée dans les ouvrages historiques, Versailles complot à la cour du roi Soleil. Magnifique jeu, très bien conçu par la réunion des musées nationaux, mais extrêmement plate. Il ne se passe rien, la facture du jeu est belle, mais sincèrement, côté jeu, on repassera versus Age of Empire, encore aujourd'hui qui existe, Colonization, Create a New Nation. On est vraiment ici dans les jeux vidéo où le joueur joue énormément. Puis je vous ai fait comment dire, un petit tableau pour vous représenter les jeux qui ont été publiés ces dernières années pour vous montrer ce qui intéresse beaucoup les développeurs de jeux. Puis on le constate assez bien. C'est l'époque contemporaine qui est la plus représentée avec une amplitude très grande de la Seconde Guerre mondiale, plus de 50% sur l'époque contemporaine. La Deuxième Guerre mondiale est vraiment l'espace par excellence. Ça, je vous avais mis la bande-annonce, mais je ne vais pas le mettre.
Donc, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, le jeu vidéo est présent. C'est un médium culturel extrêmement puissant et ça a une capacité de créer justement une base référentielle historique pour les gens qui y jouent. Puis là, on parle de millions de personnes. Puis il y en a qui vont balayer du revers de la main en disant: «Ah, c'est pas de l'histoire, c'est pas sérieux». Je veux bien, mais au-delà de tout ça, c'est un produit culturel. Un produit culturel qui, depuis 2002, engrange plus d'argent que tous les films produits dans le monde. C'est un des premiers objets culturels dans le monde. Et encore aujourd'hui, on peine à en faire un espace d'amplitude, un espace de recherche pour le domaine universitaire. Je ne sais pas si tout le monde a fermé son micro parce que j'ai un petit bruit de silement. Peut-être Nicolas, je pense que c'est toi qui, il y a un ordinateur qui roule. Si vous pouviez fermer vos micros, je pense que ça aiderait. J'ai comme un bruit de silement, puis je pense que si tout le monde ferme son Ouais, micro. je fais tout couper. Ah ben voilà, ça va mieux. D'accord. Je me disais, mon Dieu, je suis en train de perdre la tête, puis il faut que j'aille me faire tester pour la COVID. Mais non! C'était une fausse alarme. Donc, oui, on dit la COVID, on ne dit pas le COVID. Nous, on dit les choses correctement, contrairement à vous. Bref, voilà, après cette saloperie, je reviens à mon objet d'étude. Donc, les jeux vidéo offrent un espace de travail qui est extrêmement important, qu'on doit prendre en considération. Je vous dis ça, mais depuis 5-6 ans, il y a beaucoup de mémoires de maîtrise, de thèses de doctorat. Prem Karyou, par exemple, que vous connaissez peut-être, qui a fait une thèse de doctorat, un mémoire de maîtrise, pardon, sur les jeux vidéo et Assassin's Creed. Et sa thèse de doctorat, il l'a fait sur les YouTubers. Donc, vous aurez compris qu'il m'a suivi pendant longtemps. Puis, je vous invite à aller voir quand même ce qu'il a fait. C'est très, très, très intéressant. C'est son vrai nom, Prem Karyou, vraiment. Il dit toujours, il dit non, non, c'est pas un surnom, c'est mon vrai nom. Donc, pour en venir à mon expérience d'Assassin's Creed Unity, vous avez ici une revue très connue, l'équivalent de l'Obs en France, l'Actualité, qui avait fait un numéro spécial en 2015, si je me souviens bien, ou 2014, 2012, bref, peu importe. Et on raconte là-dedans les emplois de l'avenir, comment un historien en bac, ça veut dire en licence, en histoire, peut mener aux jeux vidéo. Et là, celui que vous voyez sur la couverture, c'est Maxime Durand, qui avait commencé une maîtrise à l'Université de Montréal, qui est toujours à l'emploi d'Ubisoft aujourd'hui et qui finalement s'est retrouvé à être un consultant et avoir un emploi permanent chez Ubisoft. Mm. Ubisoft s'est fait connaître pour de nombreux jeux vidéo, mais plus encore pour essayer de définir. Voyons, pourquoi ça avance plus mon PowerPoint? Ah oui, voilà, OK. Donc, Maxime Durand, qui finalement va m'écrire et qui va me dire: «Écoute, on est en train de préparer un jeu sur Paris et on voudrait sonder ton intérêt pour voir si tu serais intéressé à nous aider à développer ce jeu-là». Fait que là, je fais: «Oui, oui, oui, c'est sûr, ça m'intéresse». Puis avant même de me dire de quoi il en ressortait, il fallait que je signe un contrat d'exclusivité, mais plus encore un contrat qui ne me permettait pas de dire ce sur quoi je travaillais. Et je reçois le contrat et là, j'apprends que c'est sur Assassin's Creed Unity. Donc, sur la Révolution. Puis je me pose la question, je me dis pourquoi est-ce que Ubisoft est allé chercher un historien québécois qui certes travaille sur Paris au 18e siècle, mais pourquoi pas être allé du côté de la France? Puis là, on m'explique bien que Ubisoft soit une boîte française. La majorité de ses studios sont ailleurs dans le monde et une grande partie est à Montréal. Et là, ils sont en train de développer une équipe à Toronto et l'important pour eux, c'est que l'historien soit bilingue. Et vous savez très bien que nos collègues français, parfois, du moins les plus âgés, ont quelques difficultés avec l'anglais, pour ne pas le dire. Puis même quand ils le parlent, les gens qui l'entendent se demandent s'ils le parlent vraiment. Bref, cela étant, c'est pour ça que je vous dis, c'est important d'apprendre l'anglais, quoique on la considère beaucoup de la langue de l'occupant pour certains, mais ça vous ouvre quand même des portes qui sont assez nécessaires en sciences humaines. Puis même, je vous dirais en histoire, de ne pas lire l'anglais, vous vous coupez de 99 bon, pas 99, on va dire 90 de la production historiographique mondiale, parce que c'est la lingua franca, qu'on le veuille ou non. Et donc, on me dit, ben écoute, c'est ça, on aimerait ça que tu viennes donner une formation aux gens de Toronto sur la vie quotidienne parisienne. Puis très vite, je comprends que mon rôle, ça va être ça. Pas sur la trame narrative. Je vais apprendre plus tard qu'ils ont engagé Jean-Clément Martin, ancien professeur de la Sorbonne, directeur du Centre de la Révolution française, pour la trame narrative et moi pour la vie quotidienne, l'ordinaire, le ressenti, l'architecture.
Puis là, je fais OK, très bien. Puis là, on m'envoie à Toronto, puis on me dit écoute, tu vas former l'équipe, puis voici ce qu'ils m'écrivent. Ils me disent il faudrait qu'en 6 heures, tu te concentres sur l'ordinaire de la vie parisienne durant 1789-91, en s'appuyant sur l'urbanisme, le travail et les principaux bâtiments. En se concentrant sur le quartier latin, mais plus encore sur le quartier Saint-Germain, la vie paysanne, les bâtiments qui entourent Paris, bref, qu'est-ce que ça veut dire être la classe moyenne, les banquiers, la poste, etc. Et là, je regarde ça, je dis OK, vous avez combien d'heures? Et là, ils me disent 6. Et là, je me rends compte que j'en ai pour à peu près 45 heures. Donc, je fais un plan, comme vous le voyez ici, sur les 6 heures en question. Et tout est très, 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 très précis. Comme vous le voyez, je décline le tout pour leur donner un ressenti de la ville. Parce que quand vous avez des gens qui ne sont pas historiens, vous avez 2 choix. Soit vous leur expliquez ce que c'est que l'histoire en faisant de la philosophie de l'histoire, de l'épistémologie, soit encore vous vous dites: «Je vais leur donner tout ce que je sais ou du moins un ressenti de la ville pour qu'ils comprennent puis qu'ils soient capables d'interpréter les choses à la manière du 18e siècle». De la même manière, si je vous fais écouter du Kiss puis du Jean-Sébastien Bach, ben, vous allez savoir à quelle époque ça appartient. Puis il faut que je leur fallait que je leur apprenne à penser un peu comme en contrepoint de Bach, d'être capable de comprendre les harmonies qui sont celles du 18e siècle, comment le corps se déplace, à quoi ressemble l'ambiance sonore, à quoi ressemblent les odeurs, à quoi ressemble justement la manière dont on marche, dont on défèque, dont on boit, dont on mange. Et tout ça, je me suis dit, ça va leur permettre de le faire. Et vous le voyez, c'était même pas fini, là, la vie paysanne, la vie bourgeoise, la vie publique et quelques exemples de Parisiens de la fin du 18e. J'avais pris Louis-Sébastien Mercier, Nicolas Edmé, Rétif de la Bretonne, Siméon Prosper Hardy, pour justement qu'ils aient des ports d'attache, j'ai envie de vous dire, de ce à quoi ça ressemble. Donc, j'ai essayé de faire au mieux en leur apportant, comme vous le voyez, des tonnes et des tonnes et des tonnes de, de plans, le plan de Wernicke de 1790. Et quand je suis arrivé là, à Toronto, il avait fait imprimer le plan de Wernicke de 1790 à, je vous dirais, 10 mètres sur 3. Donc, ça a été énorme. Donc, je pouvais carrément pointer les endroits dont je parlais à gauche et à droite. Et ça a été refait, en fait. C'est un ingénieur parisien qui a tout redessiné, le plan de Wernicke de 1790. Et on peut zoomer de manière très, 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 très précise, comme vous le voyez ici. Ça nous permet, en fait, vous avez les axes en gris pâle, qui sont les axes actuels, les axes, bien sûr, les boulevards, les rues, etc. Alors qu'en blanc, vous avez les rues de l'époque. Donc, on est vraiment capable de reconstituer une forme de ce à quoi pouvait ressembler l'architecture parisienne. Puis là, bon, pour Saint-Germain, le quartier latin, j'ai pris des exemples très, très, très précis. Là, vous le voyez ici, le Pont-Neuf ici. Puis j'ai multiplié les images, les peintures, les caricatures. Parce qu'à un moment donné, c'est que le cerveau est capable d'en prendre une certaine partie, puis après ça, il n'y a plus rien qui passe. Mais à force de les bombarder des images, ils ont été capables de ressentir quelque chose. Puis là, vous le voyez ici, je cible, je ne sais pas si vous voyez, j'ai une flèche bleue en plein milieu du plan. Je leur dis, ben voici le bâtiment en question. Puis là, je leur ai expliqué comment on construisait un bâtiment, quelle était la définition, l'espace dans chacune des pièces, pour pas que, parce que vous le savez peut-être, mais dans, pardon, dans Assassin's Creed, vous pouvez rentrer dans les bâtiments, puis si vous rentrez puis vous tombez dans une toilette de la fin du 19e siècle, c'est un anachronisme complet, ça ne marchera pas. Donc, vous avez l'escalier en plein milieu, la répartition des espaces de chaque côté. Dans certains cas, j'ai pris des livres qui parlaient spécifiquement de ça. Dans d'autres, je leur ai sorti des archives que moi j'avais. Ici, vous avez le théâtre de l'Odéon, la fameuse place rayonnante construite à la fin du 18e avec l'élévation de tous les bâtiments, question qu'ils comprennent et qu'ils soient capables de reproduire. Des images, bien sûr, d'époque, d'autres d'aujourd'hui pour montrer. Bref, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, en veux-tu, en voilà. Puis ils ont réalisé un ensemble d'entrées encyclopédiques sur différents lieux. Ici, vous avez le cimetière des Saints-Innocents, etc. Et là, en fait, on en arrive à mars 2014, où en fait, il y a une première fuite du jeu parce qu'on n'avait pas le droit d'en parler. Et là, c'est l'image que je vous ai montrée juste ici. C'est une image qui fuite dans les médias pour dire voici ce sur quoi travaille Ubisoft. Et tout le monde comprend que c'est la révolution. Et là, Ubisoft va lâcher très vite une bande-annonce
Et à la suite de la bande-annonce, ben, bien sûr, la France va réagir très fort, vous le savez, vous y vivez. Et on va même faire analyser la bande-annonce d'Assassin's Creed. Vous irez la voir, là. Et c'est le Figaro qui demande à Jean-Yves Sarrazin de la BNF, est-ce que justement, ça reproduit fidèlement le pari de la Révolution? Donc, on s'entend que très vite, je comprends que le travail va être passé au crible, justement, des différents experts, pardon. Oh, là, je suis allé trop vite, je suis désolé, je reviens ici. Voilà. Et Ubisoft, pour éviter de se faire damer le pion, disons-le comme ça, fait des associations avec Historia pour publier des numéros thématiques. Et celui-là va être sur la Révolution française. Plusieurs vont y travailler, je vais en faire partie. Et le jeu va quand même très, très bien fonctionner. Là, je vous montre quelques images de ce à quoi ça ressemble. Vous le voyez. Bon, là, je n'ai pas la bande-annonce parce que, bon, ce serait plus compliqué à faire. Quoique, attendez, je peux peut-être essayer de vous trouver quelque chose. Je pense que oui, mais je ne pense pas que vous êtes capable de l'entendre, par exemple. Attendez, où est-ce que j'étais? Voilà. OK, je vais être capable de vous le trouver. Voilà. Je suis désolé, c'est un petit contretemps. OK. Donc, voici le teaser. Je ne sais pas. Attendez, je reviens. Je vous montre le teaser que Ubisoft a fait. Vous me dites si vous entendez. Si vous n'entendez pas, ce n'est pas grave. Si vous n'entendez pas, ce n'est pas grave. Est-ce que vous entendez? Faites-moi juste un oui de la tête ou non. Non, vous n'entendez pas du tout. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est que, un, vous m'entendez moi, et de deux, vous êtes capable de voir quand même ce à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez Versailles, ici, c'est comme ça que ça commence. Et c'est le teaser qu'on a lancé pour recréer carrément l'ambiance. Ça, on s'entend que ce n'est pas la surface de jeu, hein. C'est juste un générique d'ouverture. Bon, juste là, je vous dirais que j'ai vu à peu près 15 erreurs. Le drapeau tricolore qui n'existait pas en 1789 et quelqu'un sur les toits, impossible. On voit Notre-Dame très bien, la définition est assez belle. Quelqu'un avec une capuche sous la Révolution, ça ne se peut pas. La guillotine n'a jamais été devant Notre-Dame. Ça aussi, c'est complètement faux. Mais au-delà de tout ça, on se dit, qu'est-ce qui en reste? Bon, qu'est-ce qui en reste de tout ça? Peu de choses. Sauf qu'ils ont sorti une deuxième bande-annonce que je vous montre ici, qui là est un peu plus conforme au type de travail que je leur ai donné, c'est-à-dire il fallait absolument reconstituer la ville avec son ordinaire. Il y a beaucoup, beaucoup de monde là, ici. Disons que la vie n'est peut-être pas aussi chargée. Vous avez le gouverneur Delaunay ici, qui est le gouverneur de la Bastille, qui va être décapité le 14 juillet 1789. Le fameux aigle que vous voyez, c'est le grand poncif de tous les jeux. Et là, vous voyez justement la ville, la Bastille, au loin, fumante. Là, vous n'entendez pas parce qu'il y a une toune magnifique de Lordi, Everybody Wants to Rule the World, reprise de Tears for Fears. Vous irez l'écouter, c'est très bon. Et là, on voit les soldats justement de la garde de la Bastille qui sont en train de préparer la défense de la Bastille parce qu'on le sait, la foule s'en vient, remonte la rue Saint-Antoine pour aller prendre la Bastille. Encore une fois, regardez, il y a des gens qui ont des chapeaux haute forme. Ça n'existait pas à l'époque. On a essayé de virer les drapeaux révolutionnaires, mais on en voit quand même malgré tout. Bon, encore une fois, cette scène sur la rue du Faubourg Saint-Antoine, elle est très contestée. Ça ne marche pas du tout aussi le fait de voir quelqu'un avec une petite capine ici parce que, un, c'était impossible que les gens le portent. Et là, vous le voyez, mon personnage avec un haut de forme, on voit une faux. On a voulu y voir un symbole communiste. C'est ça le problème avec les jeux de culture pop. Le moindre petit élément qui est référentiel à quelque chose d'autre, on dit, ah, c'est ça, c'est ça, hein. C'est encore le communisme qui s'en vient. Puis, vous en faites pas, je vais venir sur les débats qui en ont suivi, puis je vais parler de Jean-Luc Mélenchon dans quelques instants. Bref, donc, la prise d'assaut quand même de la Bastille, je ne sais pas pour vous, mais c'est quand même bien reconstitué. On est en 2014, c'est il y a 6 ans. Les capacités étaient quand même très, très grandes, mais c'est des millions de joueurs qui, en voyant ça, sont en contact pour certains pour la première fois avec la Révolution française. Vous allez me dire, c'est très, très, très violent. Oui, c'est un jeu violent, comme vous pouvez le constater ici, mais
Ce que vous ne voyez pas ici, c'est qu'il y a tout un espace de connaissances. On va croiser Marat, on va croiser, bien sûr, Robespierre, Danton, on va croiser Louis XVI, on va croiser plusieurs des grands lieux. Là, vous le voyez, la Bastille qui a été reconstituée complètement en 3D, Notre-Dame qui a été reconstituée, puis après l'incendie de Notre-Dame, vous avez peut-être entendu, mais Ubisoft, qui l'avait reconstituée complètement à une échelle de 1 sur 1, a offert au public la capacité de télécharger gratuitement le jeu pour pouvoir s'y promener. Encore une fois, cette cathédrale-là, celle qui se retrouve dans le jeu, par exemple, c'est pas celle du 18e siècle, c'est celle plutôt qui a refait Viollet-le-Duc à la fin du 19e siècle. Mais encore une fois, c'est toujours l'amplitude qu'on prend par rapport à ce qu'on connaît et ce qu'on représente. Mais le grand avantage de ce jeu vidéo-là, c'est que contrairement à un film, c'est que c'est immersif. C'est-à-dire que vous pouvez entrer dans le jeu, vous promener, vivre la vie d'un révolutionnaire, vivre Paris du 18e siècle comme on ne l'a jamais fait. Puis quand je dis immersif, ça veut dire qu'on peut y passer des heures, mais des heures vraiment. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant qui permet justement de créer, comme je vous disais, cet horizon d'attente que l'on cherche à recréer par tous les moyens. Donc, vous le voyez ici, la vie ordinaire. Donc, vous promenez comme ça. Vous voyez d'un côté sur le mur des affiches, des ordonnances diverses, des appels au peuple, le prix du pain aussi, la police qui s'y promène, les vagabonds, les mendiants, les différents métiers, la reconstitution de plusieurs grands bâtiments de la vie parisienne, comme l'hôtel de ville que vous apercevez ici, le Châtelet, la prison du Châtelet, le long de la berge, le long des berges de la Seine. Et vous remarquerez que la Seine n'est pas encore bétonnée, c'est-à-dire l'accès au quai est beaucoup plus simple. Il y a la grève encore, chose qui n'existe plus aujourd'hui, la prison du Temple et bien sûr le Pont-Neuf avec derrière le Louvre que vous pouvez voir. Donc c'est carrément une visite, ça c'est la Galerie des Glaces de Versailles, c'est carrément une visite qu'on se permet de faire et plusieurs l'ont fait. Vous voyez ici, je me souviens plus c'est qui avait fait ça, à la suite du débat qu'il y avait eu, pour voir justement la représentation de la réalité versus ce à quoi c'était à l'époque. Bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui en sont sorties. Bon là, je pourrais vous en parler longtemps de comment on a reconstitué la ville, mais je vais plutôt insister sur différents aspects. Et un de ces aspects-là, ça a été bien sûr le débat qu'il y a eu à la suite d'Assassin's Creed Unity. Il faut se rappeler qu'on est en 2014 quand le jeu sort et une première bande-annonce qui sort, mais aussi beaucoup de bandes-annonces qui sont réalisées pour autre chose. Et notamment une bande-annonce qui a été faite par Rob Zombie, bien sûr de la musique, là, et quelque chose d'extrêmement, comment dire, sanglant, où on voit carrément, j'aurais dû vous l'apporter, je suis désolé, je ne l'ai pas, où on voit des révolutionnaires assoiffés de sang, presque des zombies, justement, prêts à tout pour en découdre avec l'aristocratie. Et là, Jean-Luc Mélenchon, chef du parti d'extrême gauche, certains diront de gauche, je voulais choisir là-dessus, je ne me mouille pas, mais lui va décrire la chose comme étant la propagande. Il va dire, c'est ça, il dit, encore une fois, il dit Marie-Antoinette, et je le cite, cette conne qui est élevée au rang de martyr, alors que Robespierre, notre héros, est encore considéré comme le méchant. Et là, lui, va rouler là-dessus et va critiquer énormément le jeu vidéo. Et là, disons qu'il peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose dans les médias, ça va prendre une ampleur quand même assez importante. Pendant un mois environ, on va en parler. On va même retrouver un extrait d'Assassin's Creed Unity au Guignol, c'est vous dire. Et beaucoup de gens vont s'attendre à ce qu'Ubisoft réponde, ce qu'ils ne feront pas. Ils vont dire tout simplement, nous, ce qu'on fait, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un jeu vidéo. C'est une pirouette assez facile parce qu'il y a quand même un horizon d'attente. Et à un moment donné, on fait des choix. Le fait de faire le choix que Robespierre soit le méchant, c'est un choix éditorial, mais c'est un choix historiographique aussi qui doit être légitimé. Et c'est là qu'ils se sont dit, ben, écoutez, on a des consultants, Jean-Clément Martin et Laurent Turcot, allez-y. Ils nous ont délié notre entente de secrète pour pouvoir prendre carrément position, ce qu'on a fait à de nombreuses reprises. Et le débat n'a pas été que en France. Un peu partout aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, ici,
partout en Europe, on a parlé du jeu en disant que plusieurs ne voyaient pas cette représentation de l'histoire comme étant conforme à la réalité. Puis le pire, je vous dirais, c'est que quand on a lancé le jeu, quand je dis on, mais c'est pas on, il, parce que je dis on, mais ce n'est pas mon jeu. Moi, je suis un consultant extérieur qui leur apporte des choses, puis je vais vous expliquer un peu dans quelques instants comment ça fonctionnait. Je leur ai dit, le jour du lancement, c'était à Toronto, ici au Canada, puis je leur ai dit, on se rencontre avant avec toute l'équipe des communications, puis moi, je vais voir le chef des coms. Puis je lui dis, c'est quoi votre plan presse? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Qu'est-ce on n'a pas le droit de dire? Ah, il dit, vous dites ce que vous voulez. Je fais OK. Mais je dis, s'il y a des débats, si par exemple ça devient politique, c'est quoi votre ligne éditoriale? Ah, il dit, ah, il n'y en aura pas de problème. Il dit, on a déjà fait un jeu sur la Révolution américaine, puis ça a très bien passé. Puis je leur ai dit, oui, mais ça, c'est les Américains. La France, c'est autre chose. Vous attaquez à l'élément crucial de définition ce qui est la gauche, de ce qui est la gauche et la droite en France. Puis encore aujourd'hui, l'histoire, c'est un champ de bataille. Et les batailles sont quotidiennes pour la question identitaire, la question de la mémoire, la question du militantisme. Et disons, oh, non, 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 ça va bien aller. Et là arrive Jean-Luc Mélenchon, la marde pogne, comme on dit chez nous au Québec. Et ils se sont vraiment retirés de leur côté en disant c'est un jeu vidéo, c'est pas de l'histoire, point final. Mais c'est pas vrai, c'est de l'histoire quand même. De la même manière qu'un film, c'est de l'histoire. Les deux grands films qui avaient été faits pour le bicentenaire de la Révolution en 1989, de Rossellini dans un premier temps, puis l'autre, je me souviens plus qui était le réalisateur, mais ça a été extrêmement critiqué. L'Anglaise et le Duc d'Éric Rohmer ont été extrêmement critiqués. Dès qu'on s'attaque à la Révolution dans une forme créative, quelle qu'elle soit, Joël Pomera, par exemple, dans Saïra, a été extrêmement attaqué aussi. Donc, c'est une prise de position. Je vous prends l'exemple de Joël Pomera parce qu'il avait fait affaire avec Guillaume Mazot, que je connais bien, qui est l'ancien thésard de Jean-Clément Martin, extrêmement brillant, qui avait produit justement ce spectacle théâtral où on voyait les révolutionnaires s'invectiver dans un langage très, très, très moderne. Et je vous invite à aller lire le texte parce qu'il a été publié depuis. Et Guillaume Mazot a beaucoup écrit sur le sujet d'ailleurs, sur la différence entre le travail de l'historien et le travail de création. Et c'est ça qu'on a ici. Et ce que j'ai trouvé difficile, bon, je ne vais pas revenir sur la polémique, vous irez lire, il s'est publié beaucoup de choses, puis Jean-Clément Martin et moi avons publié un livre sur le sujet qui s'appelle Au cœur de la Révolution, les leçons d'histoire, je pense, d'un jeu vidéo. Moi, j'explique justement mon travail en disant, voici la représentation que vous avez du Paris d'Assassin's Creed et voici un peu comment ça s'est vécu d'après ce que les historiens en savent. Parce que entre le travail des historiens, la manière dont je l'ai synthétisé, dont je leur ai envoyé et ce qu'eux ont décidé de garder, il y a une marge. Et c'est là que cette marge-là, je ne la contrôle pas. Par exemple, ils m'écrivent, ils me disent, écoute Laurent, est-ce qu'il y avait des Noirs à Paris? Je fais, ben oui, il y en avait. Est-ce que tu peux nous pondre un texte sur le sujet? Donc, je leur pond un texte, je leur écris, je leur envoie. Après ça, ils me disent, est-ce qu'il y avait des Asiatiques? Je fais, oui, il y en avait. Donc, j'écris un texte, puis je leur envoie. Et comme ça, de manière très, très, très systématique. Première fois que je vois le jeu, je dis, ben, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Le fameux chapeau de forme dont je vous parlais tout à l'heure, je leur dis, non, il n'y en avait pas à cette époque-là. Ils me disent, OK, mais il est déjà codé. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est là que, pour la première fois, je me suis rendu compte que, au-delà de tous les bons sentiments que je peux avoir, je ne suis pas avec des gens dont la fonction première est de produire un savoir qui soit conforme à la réalité historique. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre des jeux. Puis si c'est déjà codé, si c'est déjà fait, on ne va pas revenir en arrière pour faire une note de bas de page ou encore pour effacer le tout parce que ça va coûter trop cher. Et c'est là que le travail intellectuel entre en compétition avec le travail d'un objet culturel dont la fonction première est d'en vendre le plus possible. Et comment fait-on pour mêler ces deux mondes? Ben, mêler parfaitement ces deux mondes va donner un jeu extrêmement plate. Et l'exemple que je donne, c'est que je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est Versailles complot à la cour du roi Soleil. Conforme parfaitement par rapport à ce qu'on connaît, mais la jouabilité est dégueulasse. C'est désagréable, il ne se passe rien. On va dans les corridors. Et c'est très difficile d'arriver à cette adéquation de l'un et de l'autre. Mais au-delà de ça,
Est-ce que c'est une raison pour dire non, ben, considérant ça, ça ne va pas m'intéresser? Absolument pas. Si vous, vous ne le faites pas, d'autres le feront. Et ceux qui le feront ne seront pas nécessairement ceux qui vont avoir un code d'éthique très marqué par rapport à la méthode historique. Et je vous dis ça, mais ce que je vous dis peut s'appliquer autant au monde de la vulgarisation historique. Et Dieu sait qu'en France, prenons par exemple Secret d'Histoire, où vous avez une émission qui est extrêmement populaire, où il y a beaucoup de bons et il y a beaucoup de n'importe quoi aussi, mais qui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, encore une fois, donne un horizon d'attente et confirme un intérêt du grand public pour l'histoire. Et c'est là qu'on se dit, est-ce que l'historien doit se renfermer dans son domaine du chercheur pour laisser des gens qui ont un agenda politique marqué de créer un roman national pour un côté de l'échiquier politique? Parce que c'est ça. Et ce n'est pas neuf, cet aspect-là. Je ne suis pas en train de dire qu'on assiste à une dérive. Ce qu'on considère comme dérive pour plusieurs pour la méthode historique est déjà présente, j'ai envie de dire, depuis que l'histoire est histoire. L'histoire peut devenir une arme politique si les historiens et les historiennes ne sont pas là pour en mettre les balises méthodologiques. Et pour y arriver, il faut être présent dans l'espace public. Laisser à d'autres le soin de raconter l'histoire va nécessairement laisser à d'autres, justement, la capacité de dériver et d'amener, de tirer de leur côté de la couverte pour que, non pas leur interprétation, mais leur agenda politique. Parce qu'on dit souvent qu'en histoire, on ne travaille pas sur le passé, on travaille sur les traces du passé. Et bien sincèrement, la question méthodologique qu'on peut se poser, là, je suis en train de laisser tomber Ubisoft pour en arriver sur ma fonction d'espace public. On peut se poser la question, ça, à quoi sert l'histoire? À quoi sert l'historien? Quelle est notre fonction? Et oui, c'est vrai, il y en a qui vont produire du sens, il y en a qui vont écrire énormément, il y en a qui vont laisser des traces de ce passé-là. Mais au-delà de tout ça, comment fait-on pour que ces connaissances-là soient rendues opératoires dans l'espace public? Et le jeu vidéo le permet. Le jeu vidéo le permet, mais encore une fois, on ne contrôle pas ce qui va être dit parce qu'on n'a pas des millions de dollars à investir pour créer un jeu vidéo de toutes pièces. Mais c'est là qu'il y a un nouveau médium, encore une fois qui n'est pas neuf, comme vous l'aurez compris, qui est aussi symbole d'une fracture générationnelle entre les plus vieux et les plus jeunes. Si juste à main levée, là, pour le fun, ou dites-moi juste oui ou non, il y en a combien qui ont la télé à la maison qui n'est pas payée par vos parents et vous êtes abonnés? Il y en a combien? Pas la TNT, là, juste la télé. Il y en a combien qui ont la télé et qui regardent régulièrement la télé? Vous pouvez me répondre sur le chat à côté. Un, non, 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 non. OK, c'est bon. Vous confirmez ce que je me doutais. La télé est un médium de vieux. Je pense qu'on peut le dire. Et c'est pas étonnant que vous ayez d'un côté un Stéphane Bern, un Franck Ferrand qui sont extrêmement présents dans le médium télévisuel. Bon, je ne vais pas revenir sur le débat qu'il y a eu sur CNews et ce qu'a fait Franck Ferrand. Vous irez voir l'analyse qu'en a fait le blog Actuel Moyen-Âge, qui ont très, très bien travaillé là-dessus. Mais, puis de l'autre côté, d'une popularité tout aussi grande dans un médium qui est YouTube, vous avez un Benjamin Briot, vous avez une Manon Bril, pardon, qui amasse à eux deux, par exemple, 2 millions d'abonnés. Donc, l'intérêt pour l'histoire, il reste aussi présent, même quand on passe d'une génération à l'autre, mais ce qu'on voit, c'est que c'est une scission carrément générationnelle. Et entendons-nous, en ce moment, la télé est appelée à se calquer, j'ai l'impression, beaucoup sur les codes de YouTube. On essaie justement de faire venir beaucoup de YouTubeurs. Des fois, ça marchait, d'autres fois moins. Mais j'ai l'impression, puis c'est là que je voulais en venir, que vous êtes dans un moment historique important, un moment de la transmission de l'histoire important parce que tout est à faire en quelque sorte. Là, il y en a qui vont me dire, ben là, c'est quand même très occupé. Non,
c'est occupé par des gens qui souvent n'ont pas de formation en histoire. J'adore Benjamin, c'est un ami, vous le savez peut-être, mais Benjamin n'a pas de formation en histoire. Il a appris sur le tas, il a très, très bien appris. Manon Bril, qui est une thésarde, qui a son doctorat, qui a fait un très, très bon doctorat, mais il y en a peu. Pour la plupart, c'est des gens qui sont des érudits, comme Stéphane Bern, comme Franck Ferrand, qui ont appris sur le tas. Ce ne sont pas des historiens, les deux derniers, vous l'aurez compris, mais qui ont une capacité justement à rendre intéressantes les choses pour une frange de la population. Puis en ce moment, vous, vous êtes formés pour apprendre à penser en historienne, en historien, et on vous dit, sous le symbole de la reproduction sociale, ce qui vous attend, c'est travailler dans les collèges, travailler dans les lycées, devenir prof d'université, devenir maître de conf, mais peut-être qu'une voie à tracer pour la place que l'historien et l'historienne devraient occuper dans ces médiums-là. Que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, que ce soit Snapchat, YouTube, Facebook, Twitter ou autre. Je sais que pour les plus vieux, ça va dire, on va entendre, tout ça n'est que de l'esbrouffe. Tout ça ne sert à rien. Tout ça, c'est une création qui est appelée à mourir. C'est exactement ce qu'on disait du médium de la télévision dans les années 50-60, quand la caméra explore le temps a été lancée. Donc, les gorges chaudes qui vont dire tout ça, c'est de la merde, laissez-les parler. De toute façon, ça va continuer à exister. Puis si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous avez envie de le faire, faites-le. Faites-le. Moi, je vous avoue que j'ai trop tardé à le faire. Mes affaires marchent bien en ce moment, mais la manière dont j'ai réalisé qu'il fallait que je le fasse, je vous dirais bien honnêtement, c'est que j'étais à un point dans ma carrière où ça vivotait un peu. J'avais l'impression que j'avais fait, non pas le tour du jardin, mais j'étais rendu à mon deuxième grand livre. Je venais de finir mon Histoire des sports et loisirs des origines à nos jours. Je venais de le publier chez Gallimard. C'était mon deuxième livre chez Gallimard. J'avais l'impression que j'étais arrivé quelque part. Puis en même temps, je publie, puis peu d'échos, peu de références, puis je vois que dans l'espace public, ceux qui en parlent ne parlent pas nécessairement bien de la manière dont de l'histoire. Puis c'est là que je me dis, OK, plutôt que de faire une carrière avec un cycle aux 10 ans où est-ce que j'écris un livre, je recommence dans les archives, je réécris un livre jusqu'à ma retraite à 65 ans ou à 70, bref, je me suis dit, il faut que je trouve autre chose pour ma vitalité intellectuelle puis ma santé mentale. Et c'est là que je me suis dit, peut-être que je devrais me lancer. Puis j'ai écrit à Benjamin. Je lui ai dit, écoute, lui, il travaillait sur une série avec Arte sur le rapport entre histoire et jeux vidéo. Puis il vient à Montréal pour voir comment ça se passe à Ubisoft. Puis il m'interviewe. Puis là, je lui dis, ben écoute, j'ai écrit un script sur les Jeux olympiques de Berlin en 1936. Je lui envoie. 2 semaines plus tard, pardon, c'était tourné, monté, mis en ligne. Puis ça avait 300 000 vues. Et là, je me dis, OK, là, il y a quelque chose. Je lui ai écrit un deuxième script sur les loisirs au Moyen Âge et ça lève tout autant. Et là, je me dis, OK, là, il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Et j'en ai écrit un troisième, puis ça décolle encore. Puis je fais, OK, là, il faut que je me lance. Puis j'ai décidé de lancer la chaîne en décembre 2017. Donc, ça fait 3 ans, vous le voyez, ça fait pas bientôt 4 ans. Et ça fait pas très longtemps malgré tout. Et je me suis rendu compte qu'à force d'écrire des scripts, finalement, ce que je devais faire, c'était écrire des dissertations historiques. Puis pour moi, c'était pas compliqué. Je connaissais la méthode. Introduction, punch, développement, conclusion. OK, c'est tout. Puis des vidéos de 10 minutes, c'est entre 1500 et 2000 mots. 10 minutes, entre 1500 et 2000 mots. Donc, vous n'avez pas à écrire beaucoup pour arriver à faire des vidéos un peu longues. Sauf que c'est un style d'écriture qui est à développer. Puis c'est là que les universitaires, eux, sont souvent verbeux. Puis ils veulent tout expliquer, tout raconter. Mais pourtant, on dit aux universitaires, il faut que vous fassiez un compte-rendu de livre. Vous avez 500 mots pour résumer un livre de 600 pages. Aucun problème, ils le font. Mais quand on arrive sur des vidéos de 1500 mots, là, tout d'un coup, ils se braquent en disant, ben non, c'est pas possible. Il faut prendre le temps de dire les choses. OK. Puis c'est là que je me suis dit, on va essayer de faire autre chose sur YouTube. Puis avec Ubisoft, je leur avais préparé un document sur tout le fil des événements, parce que j'avais fait un livre, une partie de livre qui est devenu le livre que j'ai écrit avec Jean-Clément Martin. L'autre partie, je ne l'ai pas publiée. C'était une séquence d'à peu près de 50 pages sur la Révolution des origines jusqu'à 1795 environ. Puis c'est là que je me suis dit, hey, cette partie-là qui dort dans mon ordinateur, pourquoi j'en fais pas une vidéo? Puis j'ai séquencé 14 vidéos de 10 minutes sur l'histoire de la Révolution.
Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais les rassembler. Ce qui a fait finalement 2 h 44 minutes. Puis je me suis dit, de la merde, je le mets en ligne. Parce que tout le monde dit sur YouTube, ce qui marche, c'est des petits concis, des tapas, prêts à manger, merci, bonsoir, on passe à autre chose. Puis encore à ce jour, cette vidéo-là, c'est la vidéo la plus vue de la chaîne, 2 millions de vues pour la vidéo de 2 h 44, qui est mon cours universitaire que je donnais à l'université. Maintenant, je leur dis, allez voir la vidéo sur la Révolution. Quand vous revenez en classe, on pousse encore plus loin les éléments parce que vous l'avez eu, la matière brute. Puis vous pouvez la réécouter comme vous le voulez, c'est accessible, c'est gratuit. Puis l'autre problème, là, j'ai fait des niaiseries parce que j'ai mis trop d'extraits du film de la Révolution française, donc j'ai été démonétisé. En fait, c'est pas tout à fait ça. Ils monétisent la vidéo, mais l'argent va à tous ceux qui ont les droits du film de la Révolution. Donc, je me fais voler mes droits d'auteur par YouTube. Entre vous et moi, je m'en fous parce que l'important, c'est que je veux que la vidéo existe puis qu'elle soit accessible. Puis comme je suis un salarié de l'État, ça fait partie de ma job de donner au plus grand nombre ce genre d'éléments-là. Puis longtemps, les historiens, les historiennes, selon moi, ont été en réaction. C'est ce qu'expliquait beaucoup Patrice Boucheron quand il a fait son livre L'histoire mondiale de la France. Il s'attaquait beaucoup à Finkielkraut. D'ailleurs, il y a une très belle confrontation de l'un et l'autre. Finkielkraut qui cite, si je me souviens bien, Marc Bloch ou Lucien Favre, je ne me souviens plus lequel. Et là, Boucheron, qui est à côté de lui, dit, vous citez toujours cet auteur, je décide de vous l'apporter ici puis de vous le lire en entier pour bien comprendre que ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Et là, Finkielkraut qui devient fou, qui sort ses papiers, qui ne sait plus comment réagir, c'est délectable. Et donc, Boucheron qui était beaucoup en réaction, puis qui s'est dit à un moment donné, au lieu d'être en réaction, soyons dans la proposition. Et c'est là qu'il est arrivé avec l'histoire mondiale de la France. Et là, Finkielkraut et sa gang sont devenus fous. Finkielkraut est arrivé avec l'Académie française pour dire il faut mettre à l'index ce livre qui est c'est odieux pour l'histoire de la France qu'on est en train de lui faire. Mais là, on s'est rendu compte que non pas attaquons, mais disons et proposons carrément ce que la méthode historienne développe. Je ne vais pas revenir sur Boucheron parce qu'on pourrait faire énormément de critiques aussi sur le militantisme de certains dans cette histoire, mais au-delà de ça, il y a un espace à combler pour les historiennes et les historiens qui veulent carrément offrir la chose. Mais encore une fois, il y a des codes. Il y a des codes d'écriture, des codes de transmission. Mais ce n'est pas différent que les codes de transmission qu'on fait pour un collectif, pour une communication, pour un compte-rendu. Il faut simplement adapter notre manière. Mais tous les éléments de compréhension, de synthèse, on les a. Et je pense, et je vais terminer là-dessus, et je pense que c'est de notre devoir de le faire. C'est ce qu'on appelle le service à la collectivité. C'est ce que Kant appelle justement de faire un usage public de sa raison. Je vais terminer ici parce que je veux garder beaucoup de temps pour les questions. J'ai beaucoup parlé, puis je pense que ça serait intéressant de vous entendre un peu là-dessus si vous avez des choses à dire. Alors, merci beaucoup Laurent. Je vois qu'il y a eu déjà quelques questions, réactions, notamment dans le chat. Donc, alors, du coup, on va commencer la séance. Bien, Mathilde qui propose une question. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, Mathilde, ou est-ce que vous posez dans le... Oui, bonjour, vous m'entendez? Parfait, on vous Oui, mais entend je ne vous vois parfaitement. pas. Ah oui, malheureusement, j'ai un problème de caméra. N'hésitez pas à allumer les webcams quand vous posez des questions. Mais, évidemment, sauf quand vous n'en avez pas, ça c'est Non, mais si autre vous n'avez chose. pas envie, vous n'êtes pas obligé de le faire. Là. Nous autres, on ne Oui, peut pas oui, forcer personne chez nous. tout à fait. Mais bon, voilà, si jamais ça vous est indifférent, c'est plus sympa de le faire. Après, si vous voulez pas, ne le faites pas. Voilà. Allez-y. Alors, moi, j'avais une question, parce que vous parlez du coup beaucoup de jeux vidéo sur des écrans numériques. Et il y a de plus en plus le développement de la réalité virtuelle. Donc, je Oui. voulais votre avis vis-à-vis de cette nouvelle manière d'être encore plus immersive et comment l'histoire et les historiens peuvent investir le monde de la réalité virtuelle. La difficulté avec la réalité virtuelle, c'est que ça demande des investissements qui sont beaucoup plus larges que, par exemple, une simple caméra avec un téléphone intelligent puis un micro. Alors que c'est que ça demande tellement avoir justement l'argent, je pense que je m'y lancerais, mais en ce moment, c'est tellement compliqué, là. Ouais.
Je suis désolé, ça tombe un peu à plat ma réponse, mais ouais, c'est ça, je peux vous dire. Non, mais c'est très bien, merci beaucoup. Mais, et par contre, on pourrait rebondir sur la question de Mathilde et la question des jeux sur smartphone, Ouais. des jeux minimalistes qui, eux, font un boom, notamment des free-to-play sur smartphone. Alors déjà qu'on est sur des formats plus petits avec, avec le jeu vidéo par rapport à l'histoire, qu'est-ce que t'en dirais des jeux sur smart? Donc, Ben, tu sais, c'est la même chose que les autres jeux, c'est que ça crée un horizon d'attente, mais encore là, c'est qu'il faut être capable d'offrir aussi de manière parallèle la connaissance qu'on a, nous, de notre côté. D'où la raison pour laquelle on a publié le livre avec Jean-Clément Martin. On s'est dit qu'il y a des gens qui vont vouloir en savoir plus. Puis c'est pour eux qu'on écrit le livre. C'est illusoire de penser que les 15 millions de personnes, par exemple, qui ont acheté Assassin's Creed Unity vont être capables de se faire une thèse en histoire et vont être capables de tout vouloir savoir sur le sujet. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Au-delà de ça, si on est capable d'en amener quelques-uns à connaître un peu mieux l'histoire française, ben, ce sera toujours ça de gagner pour l'avancement de l'esprit public, disons-le comme ça. en effet. Alors, oui, donc Yves avait prévenu que vous Oui. avez cours, donc parfait, merci d'être venu. Autre question, allez-y. Alors Clément, vous avez levé la main, dites-nous. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais vous remercier pour le fait que vous aviez dit qu'il fallait se lancer, qu'il fallait Ouais. prendre l'espace. En fait, moi, il s'avère que j'ai été consultant, donc je suis doctorant à Toulouse Jean Jaurès en histoire médiévale. Il s'avère que j'ai été consultant sur plusieurs projets télé, Ah ouais? documentaires, etc. Ouais, pour des chaînes, je sais pas si vous, RMC Découverte, etc., les trucs Oui, comme ça. oui, oui. Et j'ai lancé il y a quelques années avec un ami aussi qui a une formation d'historien, une association qui s'appelle Saga Film et qui veut promouvoir l'histoire à travers l'audiovisuel. Mhm. Et en fait, on était parti, c'est pour ça que je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, c'est qu'on était parti sur un constat, c'était qu'en fait, on ne faisait que critiquer Ouais, c'est ça. ce qui se passait en fait. Donc Ouais. Stéphane Bern et co. Et en fait, on faisait rien, on créait rien, on ne donnait pas de matière, nous, en fait. On ne créait rien, donc on ne pouvait pas juste critiquer ces personnes qui, voilà, Stéphane Bern, il fait des trucs, c'est extraordinaire, dans le sens où ça marche, les gens viennent écouter, Mhm. regardent ses films, etc. Il va même, je crois qu'il y a une chaîne Ouais. carrément qui va être lancée, qui s'appelle Secret d'Histoire. Ouais. Donc, pareil, j'ai travaillé sur une production avec Stéphane Bern et c'était très intéressant en fait par rapport à quand on est universitaire de se confronter à ça. Le problème, c'est que ce que j'avais un peu l'impression, c'est que quand je discutais avec certaines personnes de la production, c'est qu'ils avaient justement peur aussi de l'universitaire qui venait justement avec, fallait que ça soit très précis, Ouais. très cadré. Alors que moi, justement, on est plutôt dans une volonté en fait, d'améliorer le produit en le respectant, hein. Si c'est un film, une fiction, il faut bien respecter ça reste une histoire, mais en essayant de mettre un peu de crédibilité historique derrière pour faire apprendre, pas tout, mais des petits Mhm. points. Donc voilà, je voulais vous remercier pour ce que vous Ouais. dites parce que ça m'encourage encore plus Ben, à c'est ça, c'est qu'il continuer. faut toujours savoir le public à qui on s'adresse. Puis c'est la grande difficulté, c'est que quand on est universitaire, puis on s'adresse au grand public, des fois, c'est qu'on arrive avec un langage un peu ésotérique pour eux. Alors que de faire simple, c'est pas amoindrir la scientificité de notre propos. C'est simplement le rendre plus digeste pour certains. Ça demande du travail, mais il me semble que les universitaires ont jamais peur du travail. Donc, c'est qu- c'est qu'on n'en a pas l'habitude, puis on n'a pas été formé pour ça. Suffit qu'on commence à nous former un peu pour ça que je pense qu'il va y avoir un basculement. Puis le problème, c'est que votre génération, je parle à ceux qui font une maîtrise à un doc, c'est que vous le voyez, vous le sentez, vous êtes arrivé là, mais probablement que les profs que vous avez, eux, YouTube n'existait pas à l'époque. Moi, quand j'ai fait ma thèse, ça n'existait pas. J'ai soutenu en 2005.
ma thèse. Puis je pense que YouTube, c'est 2006. Donc, ça ne faisait pas partie de notre univers. Puis plus encore, c'était le début des réseaux sociaux où on s'en servait presque comme un journal intime public. Puis il y a eu un passage, justement, au fait qu'il y a de la vulgarisation sur YouTube. Puis c'est pour ça que les gens qui disent Ah, YouTube, c'est n'importe quoi, c'est les mêmes gens qui vont vous dire Ah, j'aime pas le théâtre. Ça veut rien dire, j'aime pas le théâtre. T'aimes pas des pièces de théâtre, t'aimes pas un auteur peut-être, mais j'aime pas le théâtre, ça veut rien dire. Mais on n'entendra personne dire, ah, j'aime pas le cinéma. Parce qu'on sait très bien que dans le cinéma, il y a différentes versions. Il y a autant les films de Marvel que sur Charlie Chaplin ou un Woody Allen. Puis de la même manière, il faut aborder YouTube de cette manière-là. Il faut être capable de dire qu'il y a un YouTube de vulgarisation. Je vous dis ça d'autant plus parce que le ministère de l'Éducation en France a ciblé 350 chaînes de vulgarisation historique pour les envoyer aux profs pour qu'ils puissent les utiliser dans leurs cours en tant que complément. Et ça, c'était avant la pandémie. La pandémie a fait exploser les YouTubers. Je vous dis ça parce qu'on se parle beaucoup. Là, on a une séquence, un groupe secret, puis on s'appelle les forces d'intervention historique. Et quand on se parle, on a tous vu que pendant le premier confinement, ça a explosé carrément nos vues. Benjamin, même chose. Puis moi, j'ai commencé à produire de manière beaucoup plus frénétique, je vous dirais, parce qu'il y avait un besoin, puis c'est comme si ça a accéléré le passage pour certains profs en disant, bon, je vous fais un pack de capsules. On dit capsule au Québec pour dire des vidéos. Je fais un pack de capsules que vous pouvez consulter comme vous le voulez. Puis d'autant plus, c'est que c'est accessible facilement. C'est ça la grande nouveauté. Puis toutes les grandes chaînes de télévision qui créent leur propre plateforme pour regarder en replay, comme vous dites en France, des fois, c'est compliqué. Il y a de la pub. Il faut ouvrir un nouveau furteur. Alors que YouTube, clac, 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 tout le monde a un compte, c'est parti. Donc, c'est ça la grande différence. Puis il y en a qui vont dire oui, c'est Google, c'est dangereux. Je veux bien, mais c'est ça, le jeu. Donc, faut s'y plier. Puis en même temps, on se dit, certaines personnes qui vont vouloir en savoir plus vont venir dans nos cours, on crée de l'intérêt. Tu sais, puis il y en a qui vont critiquer ça en disant que c'est vénal. Ben, continuez à rester dans votre monde. Je peux rien y faire, mais on YouTube vit. Money. Moi, c'est pas une question d'argent. Moi, je suis Mm. payé par l'État, comme je te dis. Ben Donc, ouais. par exemple, j'ai fait une vidéo sur les arbres à pénis à l'époque médiévale. La vidéo est classée 18 ans et plus. Donc, YouTube l'a pas du tout mis de l'avant, mais la vidéo existe. J'ai fait une vidéo sur Marshall McLuhan, qui est un sociologue canadien des années 70, qui a lancé le fameux le média, c'est le message, the medium is the message. Puis, ça n'a pas marché tant que ça, mais c'est pas grave, il faut que la vidéo existe. Je dis pas marcher tant que ça, elle a fait quand même 20 000 vues pour quelque chose qui aurait dû être fermé à un cours universitaire de 20 personnes, un cours de maîtrise. Donc, il y a un intérêt, puis tu sais, c'est qu'on peut faire évoluer les choses pour peu qu'on soit capable ou qu'on ait envie de le faire. Mais entre vous et moi, c'est du travail. Tu sais, il y en a Tout qui à fait. pensent qu'ils vont partir leur chaîne, puis en claquant des doigts, ils vont se ramasser 10 000 abonnés. C'est pas un sprint YouTube, c'est un marathon. C'est un marathon vraiment puis même, je vais envie de vous dire, c'est un ultra-marathon. Puis là, j'en vois beaucoup là, sur YouTube. Ça fait 4 ans, 4-5 ans qu'ils ont leur chaîne. Puis ils fatiguent, ils disent, j'arrive plus, j'ai plus la motivation. Parce que c'est difficile, parce qu'il faut se renouveler. Puis c'est un peu le même problème qu'ont certains universitaires quand, au bout de 20 ans de recherche, on fait sur quoi tu travailles, je ne sais pas, là, je suis en recherche de moi-même. Donc, c'est les mêmes problématiques souvent. C'est pour ça qu'on n'est pas étranger à ce monde-là. Pour peu qu'on soit capable de l'investir, on va s'y retrouver beaucoup, je pense. Alors, on a 2 questions de plus. Alors, Verouchka, vous aviez d'abord demandé dans le chat et juste après William. Donc, allez-y. Oui, bonjour. J'ai une question très pratique. J'aimerais savoir, d'abord, combien de personnes interviennent pour fabriquer les vidéos? Combien de temps ça vous prend de faire une vidéo, indépendamment de la recherche, enfin, du contenu pour la production simplement? Ça dépend. Maintenant, j'ai beaucoup d'étudiants qui écrivent pour la chaîne, puis ça fait partie justement de la formation que j'offre. Les étudiants à la maîtrise, d'ailleurs, ça vous dit à un moment donné d'écrire un script. Moi, ce que je fais, c'est que j'envoie mes scripts aux gens pour leur montrer voici comment je travaille, voici comment c'est fait. Puis après ça, ils me proposent des sujets, puis on regarde. Ça, c'est pour les gens qui travaillent avec moi. Mais je mets toujours leur nom. Je dis toujours le script a été écrit par, puis ça leur fait une expérience. Puis plus encore, comme la chaîne est référencée sur IMDb, qui est la chaîne de
tout le visuel mondial, ben, il y a des crédits qui leur sont offerts. Après, moi, la manière dont je fonctionne, c'est que je regarde tout ce qui se produit en termes de production historiographique historique, puis je demande aux éditeurs des PDF, par exemple des livres. Là, le dernier livre, une des dernières vidéos que j'ai sorties sur Marie Typhoïde, c'est un livre qui a été paru par une réédition de George A. Supper. Et je lis ça sur l'histoire de Marie Typhoïde, puis je dis, hey, ça, il faut que j'en fasse une vidéo. Donc, je me pose, puis je réécris, je travaille, je regarde tout ce qu'il y a sur Internet, tout ce que j'ai dans mes livres ici. Puis un script, c'est ça, ça peut prendre de 1500 à 2000 mots. Suite à quoi, ben, je pose ma caméra. Moi, j'ai un prompteur, c'est-à-dire je me sers de mon iPad et puis en gros, enregistrer, ça me prend 30 minutes. Je lis mon texte tout simplement mais avec les intentions. Je lis une première fois mon texte off-cam, puis une deuxième fois avec la caméra. Si je m'accroche, je refais la ligne tout de suite. Après, j'exporte ma vidéo avec mon son. Je découpe pour prendre juste les bonnes prises. Je rassemble ça. J'essaie de m'arranger pour que le son ne soit pas trop désagréable. À la suite de quoi, j'insère des images hors droit que je prends beaucoup sur Wikipédia. Je mets des séquences vidéo aussi. Je mets une ligne de musique parce que je suis abonné à une banque de musique. Et à la suite de quoi, je peux publier la vidéo. Tout ce que je viens de vous dire, là, si je prends de A à Z, ça peut prendre de 2 à 3 semaines. Mais sachant ça, je ne vais pas écrire une vidéo. Là, en ce moment, je suis en écriture. Donc, j'en écris pas une, j'en écris 7 ou 8 d'un coup. Puis souvent, c'est que j'ai beaucoup de matériel parce que j'ai fait beaucoup de chroniques à la radio ou encore j'ai écrit beaucoup. Mon livre, par exemple, sur l'histoire des sports et des loisirs, là, je me suis rendu compte, je l'ai relu dernièrement, parce que c'est important de se relire des fois. Puis je me suis dit, je pourrais faire une vidéo sur la baignade au Moyen Âge. Puis j'ai une séquence de mon livre qui fait 3000 mots sur la baignade au Moyen Âge, puis je l'ai extrait de ça, je la retravaille, puis ça fait une vidéo. Même chose, là, j'ai extrait une partie sur les banquets dans la Rome antique de mon livre. Plus encore, si je donne je suis chroniqueur à la radio, ici à Radio-Canada, puis j'avais fait une séquence de 12 minutes sur les remèdes anciens, c'est-à-dire les remèdes de grand-mère, les ponces de moutarde, etc., comme on dit ici au Québec. Puis, quand j'ai commencé à travailler le sujet, je me suis dit, je vais en faire une vidéo. Donc, je l'ai beaucoup plus travaillé. Puis une fois que j'en ai une masse critique, 5 ou 6, je pose ma caméra et j'enregistre toute la journée, les 5 vidéos, je les mets sur mon disque dur, je prends une pause, puis après ça, je me fais une journée découpe. C'est-à-dire que je prends toutes les vidéos, puis je les découpe. Une fois que c'est fait, je fais une journée montage, puis là, je les enchaîne. Je fais du Henry Ford, c'est-à-dire du séquençage pour que ce soit plus utile. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, en fait, le script, c'est avec un collectif, mais à l'édition, c'est toute seule. Les scripts, ça dépend. Des fois, c'est collectif, d'autres fois, c'est tout seul. Mais pour le reste, oui, c'est tout seul. Le montage, tout ça. J'ai commencé à me faire aider pour le montage, mais encore là, quand je reçois les montages, je l'ai fait 2 fois. Les 2 montages que j'ai reçus des gens qui me l'ont fait, je l'ai retravaillé parce que je n'étais pas content. Puis ça, c'est mon côté où est-ce que je me dis, ça, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Non, ça, j'aurais aimé ça que tu le fasses plus comme ça. Parce que c'est un langage, le montage. C'est qu'on peut faire dire des choses par des silences. On demande où va être disponible l'enregistrement de la conférence. Dans le chat, Nicolas, pour toi. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, ça répond. Une dernière, excusez-moi. Oui. Est-ce qu'il y a des vidéos, avant que l'histoire nous le dira, est-ce qu'il y a des vidéos de tes débuts, quand ce n'était pas si bien fait? Oui, je les ai laissées. Attendez, je vais vous montrer. Quand j'ai commencé, je ne contrôlais pas ma caméra. Attendez, bougez pas, je vais vous montrer ça. Bande-annonce. OK, j'ai fait une bande-annonce de 1 minute 30 et je ne comprenais pas comment fonctionnait ma caméra. Je viens de vous la mettre ici. Celle-là, c'est la première vidéo qui date de... Je n'arrive pas à voir quand. Attendez, je vais vous le dire. Ouais, du 22 décembre 2017. Ma caméra, comme ça, bouge. Je suis focus, je suis hors focus, je suis focus, je suis hors focus. Le son ne fonctionne pas. C'est bien ordinaire, mais je me suis dit, je m'en fous, je le laisse. Même chose pour la deuxième vidéo sur l'histoire du caca. Comment on gérait le caca dans l'histoire. Le son, je ne l'ai pas... il ne fonctionnait pas. J'ai fait, je m'en fous, je la laisse. Parce que je me suis dit, je veux avancer. Puis quand tu sors une vidéo, les gens t'écrivent qu'est-ce que tu fais avec ta caméra? Puis là, c'est là que les YouTubers m'ont écrit pour me dire fais ça, fais ça, fais ça. Puis à un moment donné, Benjamin m'a écrit, il me dit regarde, on va faire une séance. Il a partagé son écran, puis il m'a montré à monter une vidéo en direct. Puis après, je me suis dit, hey, il y a YouTube. Puis j'ai tapé comment monter une vidéo sur Adobe Premiere.
Puis là, tu as un dude qui, pendant 45 minutes, t'explique tout. Puis j'ai fait, ah, OK. Puis dès que j'ai une question maintenant, je Google, puis je regarde. Puis je regarde beaucoup les YouTubers anglais et britanniques pour voir ce qu'ils font. Parce que le style français, ça, je le connais, je le vois, ce que fait Benjamin, etc. Mais je veux voir comment eux développent la chose. Puis je pense qu'il y a un style des YouTubers d'histoire américains qui n'est pas encore importé dans le YouTube français qui gagnerait. Puis il y a beaucoup, c'est des universitaires. Moi, ceux que j'aime beaucoup, c'est Wisecrack. Je vais vous mettre le lien, attendez, pour que ce soit Mhm. directement dans vos affaires. C'est des gars qui ont des doctorats en philosophie, en sociologie, qui sont ultra brillants, puis qui prennent des éléments de culture pop, puis ils analysent, par exemple, ils analysent House of Cards en croisant avec Hannah Arendt. Puis ils ont quand même 2,6 millions d'abonnés. Ils prennent The Office, puis ils essayent de voir en quoi c'est le symbole du capitalisme décadent avec les derniers éléments de sociologie. Puis c'est passionnant parce que tu vois que le monde qui nous entoure permet de comprendre des fois la sociologie, la philosophie, l'histoire, l'épistémologie de manière très, très, très précise. Puis ils le font très, très bien. Puis je pense qu'il y aurait quelque chose à développer là-dessus. Tout à fait. Merci. Alors, merci beaucoup. J'avais promis la parole à William qui avait levé la main. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, parfaitement. Alors oui, déjà moi c'est un plaisir de parler avec Laurent Turcot. Je l'ai découvert au moment de Assassin's Creed et des vidéos. Et il parlait tout le temps il y avait la formule du besoin de connaissance avec l'accent. C'était quelque chose qui m'avait beaucoup beaucoup marqué. Et alors moi c'était plutôt une remarque sur l'aspect jeu vidéo et histoire. Ouais. Euh, Déjà, moi, je fais partie de la génération des gens qui sont peut-être en fait ici, parce que petits, ils ont joué à des jeux historiques. Moi, c'était en primaire, j'ai joué à Medieval Total War 2, Ouais. et c'était, voilà, c'est quelque chose, et maintenant, je suis ici. Et en fait, dans cet exemple, dans la pratique du jeu vidéo, il y a quelque chose que j'ai jamais, enfin, moi, m'a vraiment frappé au moment où je me suis retrouvé au collège, à avoir les premiers cours d'histoire, et aussi à la fac. Mm. C'est en fait sur ce que nous permet en fait de comprendre, mais une connaissance plus fine, plus profonde, plus analytique de l'histoire. Donc, si on fait un panorama, il y a ce besoin de connaissance, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une narration qui va en fait vouloir nous intéresser au sujet. Donc ça, voilà, Mhm. ça va être un horizon d'attente, comme vous dites. Il va y avoir aussi tout l'aspect événementiel d'une certaine manière, Ouais. où on va découvrir des noms. Moi, je me souviens d'avoir discuté d'Assassin's Creed avec quelqu'un au collège et il m'avait dit qu'il avait découvert Léonard de Vinci. Alors moi, j'étais ah oui, tu connaissais pas et tout. Et à ce moment-là, j'ai compris vraiment qu'on pouvait apprendre des choses de manière très très brute comme ça. Et moi, je voulais parler plutôt d'une troisième type de connaissance. C'était en fait, par exemple, donc en prenant l'exemple de Medieval Total War, Ouais. je jouais tout ça. Donc c'est un jeu dans lequel on incarne une lignée de rois en Europe. Et en fait, donc c'est au Moyen Âge. Et dans le jeu, en fait, tout le temps, on doit interagir avec l'action du pape. Et en fait, dans le gameplay, ça m'a permis de comprendre comment la société s'organisait à cette époque-là et de comprendre vraiment les, des choses qui étaient fondamentales en fait dans l'analyse quand on doit comprendre le Moyen Âge. Alors on peut nous le dire, on peut nous l'expliquer, mais en fait, quand on y joue, on aura une connaissance que je trouve qui va être bien plus importante. Et donc bien sûr, après, quand j'ai découvert d'autres jeux, notamment les jeux Ouais. Paradox, ou, et donc voilà, je voulais savoir un peu pourquoi vous aviez pas peut-être un peu plus parlé de ce type de connaissances-là. Après, c'est vrai que sur Assassin's Creed Unity, c'était clairement pas le bon jeu pour en parler par rapport à d'autres Assassin's Creed. Mais voilà, c'était un peu sur ce type de connaissances-là, peut-être en parler plus ou. En fait, c'est ça, c'est que j'ai beaucoup écrit sur le sujet, puis je vous dirais que ma pensée est plus développée dans le livre que j'ai fait avec Jean-Clément Martin là-dessus. Après, pourquoi j'ai pas parlé d'autres jeux, parce que c'est un sujet de recherche en soi qui mérite carrément. En fait, je sais qu'il y a des thèses puis des mémoires de maîtrise qui sont en train d'être réalisées justement sur les, ce qu'on pourrait qualifier de la véracité historique de ces jeux-là. Mais c'est intéressant ce que vous dites aussi sur le fait que Total War vous a permis de comprendre la complexité du monde médiéval. On pourrait dire la même chose de Game of Thrones pour certains, pour comprendre justement la féodalité. Certains, bon là vous allez me dire, oui, mais il n'y avait pas de dragon à l'âge médiéval. On le sait, ça. Mais l'espèce de hiérarchie
puis d'inégalité sociale qui est tellement déterminante. Quand on regarde Game of Thrones, c'est pas la question de savoir pourquoi ils se sont pas révoltés, ben parce que c'était de même. Puis l'espèce d'oppression qui tombe justement sur ces corps-là, sur ces consciences, il est tellement présent que on arrive à comprendre beaucoup mieux l'outillage mental du monde médiéval. Puis je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Ou encore dans Camelot, je le sais que la gang de Actuel Moyen-Âge a fait un magnifique livre sur la véracité ou non de ce qu'on trouve dans Camelot. Les blagues sont magnifiques, là, moi je suis un grand fan. Mais c'est des objets de culture pop. Puis les objets de culture pop doivent être saisis par les historiens. Beaucoup le font en sociologie, mais nous, je ne sais pas pourquoi, on a beaucoup de difficultés à le faire. Puis même, ne serait-ce que le rapport à l'objet cinématographique. Je sais que maintenant, il y a des études, des objets d'études cinéma qui sont faits dans les départements d'histoire, mais ça a pris vraiment longtemps pour qu'on le considère. J'espère que ça va prendre moins de temps pour le jeu vidéo parce qu'il y a vraiment un horizon d'attente. Puis ce que vous dites, mais je suis complètement d'accord avec vous, ne serait-ce que Civilisation ou encore, moi, j'avais lu. Ben, en fait, je n'avais pas lu, j'avais vu une vidéo où est-ce qu'on faisait l'histoire de SimCity. Vous avez peut-être déjà vu ce jeu-là, qui avait été conçu par un urbanisme, puis en fait, pour montrer finalement que c'était un exemple parfait du capitalisme extrême et que finalement, ce qu'il fallait mettre de l'avant, c'était le côté économique et non pas le côté bien-être de la population pour réussir le jeu. Fait que ça donne un prêt à penser aussi, puis ça induit des comportements dans le futur pour les gens qui vont vivre parce qu'ils ont joué longtemps à ces jeux-là. Puis de la même manière, on peut se demander quels sont les comportements ou la connaissance historique qui va être induit par Assassin's Creed, par euh, les autres jeux Pirates, quels qu'ils soient. Il y a quelque chose. Puis c'est un objet de recherche en soi, mais là, on est dans de la recherche carrément d'un mémoire de maîtrise ou d'une thèse de doctorat. Et bien justement, sur les différents Assassin's Creed, j'ai Stéphie Le Foll qui m'a transmis donc, par message privé. Donc, étant donné qu'elle n'a pas de micro, c'est moi qui vais te lire sa question. Donc, je cite, « Vous avez mis en avant le traitement problématique du personnage de Robespierre dans Assassin's Creed Unity. Je ne peux m'empêcher de faire le lien avec Assassin's Creed Odyssey, où le traitement est moins binaire, moins manichéen, lorsqu'il est question des Spartiates et des Athéniens. Nous avons justement la possibilité de choisir une faction par rapport à nos affections personnelles. Vous pensez que cette ouverture est liée à ce problème avec Unity ? Ah oui, mais ils ont bien écouté les critiques, d'autant plus que la fonction découverte aussi, où est-ce qu'on n'a pas à jouer pour tuer des gens dans Odyssey, ça a été, Ubisoft a écouté puis a vu. Puis j'ai été un de ceux qui a milité activement justement pour qu'on ait la possibilité de le faire. Moi, j'ai créé carrément, en fait, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, sur le lien entre l'histoire, pas l'histoire nous le dira, oui, mais entre Assassin's Creed Unity et la vérité historique de ce qu'on connaît, avec des types de promenades qu'on pourrait faire. Puis moi, je le fais dans mes classes avec la console, mais encore une fois, c'est qu'il y a toujours des gens qui viennent nous attaquer ou quoi que ce soit, alors que dans la version Odyssée, c'est vrai qu'on peut le faire. Bon, je ne vais pas aller sur la version Valhalla, sur les Vikings, qui a été extrêmement critiquée. Je sais qu'il y en a qui ont dit que c'est l'équivalent d'un roman harlequin mal foutu. Je vous avoue que je ne suis pas spécialiste de l'âge viking, puis ça serait vraiment me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas. Mais c'est vrai que Ubisoft, pour dire ça, a beaucoup écouté les critiques qui ont été faites pour Unity, c'est vrai. D'accord. Et donc, au passage, donc, Louis également, vous... Hop. D'accord, donc bon, Stéphie remercie. Louis, allez-y. Oui, vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, tout d'abord, merci pour votre intervention. Et donc, j'aurais une question, pas tellement sur l'aspect jeu vidéo, mais sur l'aspect, comme vous disiez, de la place des historiens, historiennes sur les réseaux et ces nouveaux médias. Et il y a tout un aspect, un rôle de diffusion de la connaissance, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi à une époque où on voit qu'il y a une réelle envie, que ce soit sur YouTube ou même Twitch, je prends un exemple, la chaîne Nota Bene avec l'entretien avec François-Xavier Fauvel, qui avait très bien marché. N'existait pas un rôle aussi de diffusion de la méthodologie, surtout dans une époque où on critique beaucoup les réseaux sociaux d'être vecteurs d'intox et de fake news. Oui, vous avez raison. Je n'avais pas réfléchi à ça, puis vous avez raison qu'il faudrait développer et expliquer ce que c'est que la méthodologie. Mais encore une fois, c'est toujours l'idée de la découvrabilité de ce genre d'aspect-là. J'ai fait une vidéo d'1 heure avec Georges Vigarello, justement, sur son approche, comment il travaillait sur la chose. On a fait une vidéo aussi avec Patrick Boucheron pour
développer, mais plus encore une fois sur son interprétation, mais je n'avais pas réfléchi à ça, sur la méthodologie, puis ce que c'est qu'être historien. Ouais, vraiment, là, très, très bonne idée. Je vais garder ça en banque. Merci. Alors, juste avant de redonner la parole à Clément, Manon qui demandait qu'en est-il des limites des jeux pour représenter certaines périodes ou événements historiques? Ben, les limites, elles sont d'une évidence criante dans la mesure où, dans certains cas, on ne sait pas ce qui s'est passé, puis c'est des interprétations contradictoires ou encore contestées. Mais au-delà de tout ça, les jeux ne s'empêcheront jamais de représenter une période ou de la rêver d'après les lieux communs, les idées reçues. Et toute la difficulté va être de faire le pont entre la connaissance historique et la représentation imaginée des choses. Et, mais on le voit quand même que les historiens et les historiennes sont de plus en plus présents dans l'espace public, contrairement à il y a 10, 15 ans. On ne se cantonne plus au milieu de la radio où tu sais, la fabrique de l'histoire, c'est magnifique, le cours de l'histoire, c'est magnifique, mais c'est pour des gens qui sont dans le milieu historien, historienne. Donc, on est allé ailleurs, on se développe ailleurs, puis je pense que c'est un bon médium, YouTube, pour le faire, ou Twitch, vous avez raison, je n'y avais pas fait référence. Il y a quelque chose à développer là-dessus. Mais, ouais. Ben, les limites, c'est ça. Encore une fois, je vous réfère au livre que j'ai écrit parce que j'en parle beaucoup, ça, des limites de ce qu'on peut représenter. Tu sais, c'est que l'histoire est un monde, comme on dit souvent, qui est fait de trous, tandis que le jeu vidéo remplit tout. Et on se pose la question, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Et dès que vous posez la question, vous commencez à devenir un peu historien. Et c'est là que la connaissance historienne arrive et peut arriver en renfort, je pense. Clément, vous vouliez Oui, dire quelque chose ou c'était pour le lien? c'était juste, Allez-y. oui, voilà, par rapport au lien que j'ai posté sur la boîte de discussion. C'était pour répondre à Louis Galleras. Mm. Il y a justement une chaîne Twitch qui s'est montée il y a, je sais pas, très très peu de temps, par un collectif d'historiens qui va présenter d'ailleurs ce soir. Ça s'appelle Ça coule de sources, qui va présenter les Ah ouais. textes, les sources, etc. Donc même la communauté Ah, c'est d'historiens, cool, ça, je connaissais d'historiennes pas. vont sur Twitch et commencent à d'eux-mêmes travailler sur la méthodologie. Ah, c'est cool. Très cool, man. Merci en tout cas. Communauté de partage. Oui. Ouais. Alors, du point de vue pédagogique, comment intégrez-vous le jeu vidéo dans votre cours? Il semble que les limites budgétaires et matérielles ne sont pas les mêmes que pour le passage d'une vidéo. Non, c'est ça. Souvent, c'est qu'il faut amener sa propre console. Ou encore, moi, ce que je fais quand c'est plus compliqué, c'est que j'isole des séquences directement sur mon ordinateur. Puis après ça, c'est comme un film finalement où le parcours est déjà tout tracé en captation vidéo. À la suite de quoi, ben là, le personnage se promène, je peux faire une pause, puis commenter en fait ce qu'on y voit. Et en plus, pour le jeune public, ce qui est aussi souvent assez intéressant, c'est de confronter entre ce qu'on voit dans le jeu vidéo et la vérité historique, pour justement pas Exactement. leur dire que c'est mal ou que c'est bien, mais pour leur enseigner l'esprit critique, à penser par eux-mêmes et à se questionner. Et du moment qu'on arrive à prendre l'habitude de se questionner, le prix est pli, quoi. Le pli est pris. Hop. Alors, on a, d'accord, donc oui, en effet, on a plusieurs chaînes de profs d'histoire qui racontent justement l'utilisation des jeux vidéo qui sont assez intéressantes. Est-ce qu'il y a encore une question? Donc là, Laurent, tu dois y aller dans une dizaine de Oui, minutes, c'est ça? malheureusement. Si j'ai la bonne heure Ouais, du on vient Québec. mettre, Parce que... on vient mettre l'histoire en jeu, qui est très, très bon. Ça, je vous le conseille. C'est une des très, très, très bonnes chaînes, là, vraiment. Là. Puis, voyons, comment il s'appelle? Je me souviens plus. C'est pas Romain, comment il s'appelle? Qui travaille justement avec ses étudiants avec des jeux vidéo. Ça vaut vraiment la peine. Moi, il s'appelle William, je crois. Le William, professeur, oui, William Brou, exactement. Merci. Voilà, William Brou. Qui est vraiment très, très bon. Conseil. Ouais, exact. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il reste une question? Il nous reste une dizaine de minutes ou... Alors, parfait. Bah donc, du coup, Orline, on vous écoute. Bonjour, vous m'entendez? Ah, oula, on vous entend de très très loin. Il y a un bon micro qui s'en vient.
Ça doit être mieux là normalement. Ouais, ouais, c'est beaucoup mieux. Bon, je me suis un petit peu invitée depuis Lyon, donc merci beaucoup déjà pour votre intervention et puis simplement cette organisation de conférence. Moi, je fais mon mémoire justement de Master 2 sur Assassin's Creed Odyssey. Ouais, Et je collabore justement avec William Brou, donc de la ouais. chaîne YouTube. Moi, j'avais juste une question par rapport à la question de l'anachronisme, hein. Je voulais avoir un peu votre avis. On a parlé par exemple du fameux drapeau français voilà, dans le trailer. Personnellement, j'avais émis l'hypothèse qu'on pouvait utiliser ce que j'appelais un anachronisme fonctionnel pour replacer plus facilement, très rapidement un joueur dans un contexte historique, dans un lieu. Je voulais savoir ce que vous en pensiez par rapport à ça. Ben, je suis d'accord avec vous parce qu'en même temps, c'est qu'on ne s'adresse pas à des spécialistes. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait dit, quand tu rentres dans une pièce, puis même aujourd'hui, c'est la même chose, je me suis représenté la même chose. Tu vas avoir sur 10 personnes, 3 personnes qui vont t'aimer, 3 personnes qui t'aimeront pas et 4 personnes, ils savent pas. Et l'erreur qu'on fait, c'est de s'adresser aux 3 qui nous aiment pas. Puis si ça se trouve, c'est ça aujourd'hui. Il y en a qui m'aiment pas, puis c'est très bien comme ça. Mais mon erreur, ça serait d'essayer de les convaincre. Alors que plutôt, je dois m'adresser aux 4 qui ne le savent pas. Puis, même chose pour un jeu vidéo. Si vous vous adressez aux 3 personnes chagrines qui, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, ça ira jamais, c'est-à-dire les ultra spécialistes, ça ne marchera pas. En revanche, comme on s'adresse à un grand et un large public, il faut qu'ils aient des références connues. Sinon, ils vont être perdus et ils ne comprendront pas. Donc, je suis assez d'accord avec vous. Cela étant, ça reste quand même un anachronisme qu'on se plaît à relever, mais dans certains cas, il y en a, ça peut être grossier. Par exemple, quand on voit un bourreau arriver avec l'espèce de petit truc sur la tête avec les yeux là, en cuir, torse nu, ça n'a jamais été le cas. Ça dessert, par exemple, le propos. Ou de renforcer certaines images, comme par exemple dans Les Visiteurs, selon lequel ils ne prenaient jamais de bain. C'est faux, ça. Ça, c'est volontairement, c'est faire perdurer une idée qu'on sait être fausse pour les besoins de rassurer les gens. Mais je suis assez d'accord avec vous sur l'anachronisme. Comment vous avez dit l'anachronisme référentiel? Fonctionnel. Ouais. Fonctionnel, c'est une très belle définition. Je vais la garder, ça. Merci. Merci. On aura donc une toute dernière intervention de Clément. On vous écoute. Oui, c'est pour une question. Est-ce qu'on ne devrait pas du coup parler de crédibilité historique plutôt que de véracité historique? Ah, c'est vrai, c'est un très beau terme. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est Je un très beau crois. terme. Merci. Bien. Donc, alors, je crois que nous en arrivons au bout des questions, sauf si vraiment quelqu'un a un regret de dernière seconde. Moi aussi, je peux ajouter quelque chose. Je voulais Oui, savoir, William. quand vous avez été contacté par Assassin's Creed, Ouais. est-ce que au début vous pensiez que vous seriez intégré au processus créatif ou est-ce que tout de suite vous avez compris que vous seriez consultant? Parce qu'il y a Ah de la non, communication qui est j'ai très faite vite là-dessus. compris. Ouais, j'ai très vite compris que j'allais être consultant et pas dans le processus créatif. On me l'a fait comprendre aussi. C'est que j'envoyais des choses, mais j'intervenais jamais dans le processus de création du jeu, qui était quand même déjà avancé quand je suis arrivé, faut dire. Est-ce qu'on peut dire que Ubisoft travaille avec des historiens? Est-ce que Ubisoft emploie des historiens? Parce qu'il y a un flou là-dessus. Moi, Ouais. je sais que on m'a souvent dit, mais oui, chez Ubisoft, ils emploient des historiens, mais grâce aux interventions que vous avez faites Mm. sur YouTube, on comprenait beaucoup mieux qu'il y avait une nuance dans le processus créatif. Et est-ce que ça vous intéresse d'aider à la création d'un jeu parce que je pense à un jeu comme Kingdoms Come Ouais, où on sent qu'en fait, derrière, il y a ouais, il y a des du travail. mais il y a aussi vraiment un processus créatif où l'histoire, est un moteur de quelque chose qui va beaucoup plus loin que Mm. l'historien n'est pas qu'un simple consultant, le gameplay Ben, est adapté, vous avez raison, vous avez raison. De là à dire que ça m'intéresse pas pour l'instant, parce que j'ai trop de choses dans mon assiette. Mais éventuellement, je dirais pas non. Ouais. Ouais, ouais. Mais pas tout de suite. Mais d'autres le feront. Mais c'est une bonne idée.
Reste à préparer le script, William. Ouais. Et ne lésinez pas sur le gameplay, hein. Sinon, on aura. Voilà, vous avez déjà une invitation de Clément pour l'association, donc non mais pour de vrai, hein, prenez Oui, bien prenez sûr. contact, on verra si ça. Dans tous les cas, une porte ouverte, c'est toujours une très bonne chose. Ouais. C'est peut-être le rôle de l'historien d'ouvrir des portes. Oui, mais il ne faut pas qu'elles soient déjà ouvertes. Il y en a beaucoup, c'est ce qu'ils font. Oui. Encore moins de les enfoncer quand elles sont déjà ouvertes. Ok, bon, mais du coup, Laurent, le mot de la fin te revient si jamais. Je sais Écoutez, pas, merci. Merci de m'avoir reçu. C'est très gentil. Puis d'autant plus que j'ai beaucoup appris. C'est toujours pour ça qu'on fait ça. Donc, merci à tous. Alors, merci à toi, hein. C'est nous qui te remercions vivement. Bon, là, on ne peut pas faire un tour d'applaudissements, ça serait un petit peu bizarre. Enfin, on doit avoir le truc de Zoom, là, taper dans ses mains. Mais bon, je ne doute pas que tout le monde applaudit derrière son PC. Donc, pour ce qui est de l'enregistrement, donc on va le faire passer directement, hein, sur le site du laboratoire Framespa. Je vais demander à Sébastien Poublan, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui d'habitude co-organise le séminaire avec moi. Donc, on le fera passer directement en première page sur la page d'accueil. Donc, je vais vous laisser tous quitter la réunion. Et donc, du coup, je vais juste garder Laurent, bien entendu, et on te libère dans 2 minutes. Très bon après-midi à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Et donc, la prochaine séance du séminaire, n'oubliez pas de suivre régulièrement le site. On est en train peu à peu de mettre à jour, étant donné qu'avec cette saloperie de Covid, comme tu le disais Laurent, tout est plus compliqué. Donc, on a encore certaines séances qui n'ont pas de date, notamment une séance sur la question de la numérisation des livres et des documents, donc notamment la question de tout ce qui concerne les normes à mettre en place. Bien. Allez, donc très bonne fin d'après-midi à tous. Au revoir. Donc, juste. Allez, au revoir à tous. Je finis. Alors. J'ai fini de faire le ménage à la main. Henri, vous êtes seul survivant, voilà. Hop, donc je ne veux pas te garder trop longtemps, hein, Laurent, Non, je sais non, que non, tu mais as ça va. un emploi du temps chargé. Henri, vous avez le micro coupé, la caméra éteinte, mais enfin, je sais pas, voilà, vous avez une caméra, super, on vous voit, il reste qu'à vous entendre. C'est un peu problématique. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Là, je Allô? vous entends, Vous Laurent. m'entendez bien? Oui, très bien. Voilà. D'accord. Donc voilà, j'ai déjà dit 2 petits mots à Laurent sur le genre de sinistre individu que vous êtes, donc il vous reste plus qu'à préciser. Très bien. Allez-y. Donc je travaille sur la Seconde Guerre mondiale dans le jeu vidéo, notamment sur Call of Duty et Battlefield. Ouais. Et je m'intéresse aux espaces en fait, de ces jeux, donc les choix qui sont faits sur les représentations de ces espaces. Et du coup, à ce titre, c'est vrai que j'ai lu votre livre avec Jean-Clément Martin sur la question de la production, que j'ai trouvé très intéressant. Et je ne savais pas que vous aviez autant travaillé sur la question des ambiances, enfin, de toute voilà, ce rapport à l'ambiance de la ville, etc. Et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant de voir ça parce que c'est quelque chose qui est quand même, enfin, que j'ai l'impression qui est très peu traité dans beaucoup de jeux. Cela en particulier, parce que j'imagine que c'est très important dans le processus, enfin, dans le jeu en lui-même.